Bonjour à tous et auditeurs et auditrices de Demain n'attend pas. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode vraiment spécial. D'abord, vous l'entendez et vous le voyez, on filme dans un restaurant et pas n'importe quel restaurant. On filme chez Honor, le restaurant du chef Thierry Marx. Et je vous propose aujourd'hui un épisode absolument fabuleux. Vous allez vous régaler dans tous les sens du terme. Thierry nous fait le grand honneur de nous raconter son chemin. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé, lui, enfant de Ménilmontant et de Champigny, grand chef étoilé qu'on connaît. Et surtout ses réflexions sur le monde d'aujourd'hui et ses actions. Avec Thierry, on parle beaucoup des écoles qu'il a créées, des nombreuses écoles qu'il a créées pour ramener vers l'emploi des jeunes ou des personnes qui se reforment sur le tard. Voilà, je vous engage à l'écouter jusqu'au bout et à le faire passer autour de vous parce que c'est un épisode assez extraordinaire. Régalez-vous. Thierry, merci infiniment de me recevoir. Je suis super émue de filmer dans ton restaurant. Alors là, je suis dans un cadre qui est extraordinaire. On est dans ton restaurant Honor, ouvert il y a bientôt 3 ans, Mmh. qui me semble être quelque part l'aboutissement de tout ce que tu as voulu Mmh. en tant que chef. On va y revenir. Je vais dire quelques mots peut-être rapidement pour rappeler ta longue carrière en tant que chef multi-étoilé et puis on va pouvoir rentrer Mmh. dans notre échange. On te connaît pour avoir introduit la cuisine moléculaire en France. On te connaît évidemment aussi comme jury de Top Chef. Mmh. C'était il y a quelques années, 2010-2014, mais on s'en souvient tous. On te connaît également, et j'ai eu la chance, l'extrême chance de pouvoir te goûter au Mandarin Oriental, Mmh. où tu as été, donc restaurant 2 étoiles, où tu as été jusqu'en 2023. Mmh. J'ai fêté les 80 ans de mon papa et j'en Ouais. garde un souvenir ému. C'était il y a quelques années. Tu as été élu chef de l'année en 2006, c'est Oui, bien ça, c'est hein? ça. Et aujourd'hui, tu gères ce restaurant au Nord, un restaurant engagé, on reviendra, et puis un restaurant de haute gastronomie, 1 étoile au Michelin, et le restaurant Madame Brasserie en haut de la Tour Eiffel, donc Ouais. iconique s'il en est. Et c'est pas tout, une petite dizaine d'écoles de cuisine, Mmh. des boulangeries en France, j'en ai vu une au Japon aussi, c'est Oui. bien ça? À tes heures perdues, tu présides le principal syndicat de la restauration, qui Mmh. représente quand même 35 000 entreprises, qui te Mmh. donne une parole sur la profession, mais aussi sur le monde agroalimentaire de façon Mmh. générale. Sans parler de ta famille, de tes enfants, de tes nombreux engagements associatifs, de tes exploits sportifs. Je t'ai découvert judoka, marathonien, multimarathonien, de tes livres, livres de cuisine, livres plus réflexifs sur ton parcours, tes combats, tes apprentissages, dont le dernier né, La stratégie libellule. Un autre intitulé Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et puis des nombreuses passions. Alors quand je vois ça, moi ça me donne un peu le tournis, moi qui ai déjà du mal Mmh. à vivre une vie bien plus restreinte. On a l'impression que tu as eu 1000 vies. Pour commencer, j'aimerais te demander de quoi tu es le plus fier? De quoi je suis le plus fier aujourd'hui, c'est les écoles. Heu, c'est un symbole, l'école, c'est un symbole fort. Moi, j'ai pas excellé à l'école, mais je considère que c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer et un socle qui peut permettre à des personnes qui étaient éloignées d'un projet, voire très éloignées d'un projet, de pouvoir, se reconstruire, refaire un cap et de se rediriger dans la vie. Donc l'école, elle est importante dans tous les cheminements de la vie. Donc effectivement, quand je croise la route de personnes qui me disent: «J'ai monté mon restaurant, j'ai repris goût à un projet métier», tout ça et c'est extrêmement enthousiasmant et à mon avis beaucoup moins éphémère que tout ce qu'on peut évoquer en termes de réussite et d'épanouissement social. Donc c'est à un moment donné, chef de l'année, c'était très, très bien. Mais je me posais la question de savoir ce que je pouvais faire pour les gens qui avaient la même extraction sociale que moi. Alors je te remercie beaucoup Thierry parce que tu rentres tu mets les 2 pieds dans les sujets d'engagement qui sont au Mmh. cœur de mon podcast, tu le sais. Donc je voudrais à la fois qu'on présente les écoles et puis, tu fais tout de suite le lien avec ton propre parcours, donc on va y revenir juste derrière. Mmh. Tes écoles, c'est cuisine mode d'emploi. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous rappeler la vocation de ces écoles? Combien on en a aujourd'hui? Mmh. Qui en bénéficie de cette formation? Il y a plusieurs types d'écoles. Il y a les écoles de cuisine, cuisine mode d'emploi. Il y a boulangerie mode d'emploi qui sont bien souvent liées à cuisine mode d'emploi et puis il y a Passeport.
pour l'emploi avec Benoît Campargue, et puis il y a Media Social Factory, bien évidemment. Aujourd'hui, si on regroupe tout ça, c'est en gros, 14 000 personnes qui ont été formées. 92 de ces personnes sont encore dans leur projet métier et Mmh. 7 de ces personnes ont créé leur propre entreprise. Alors Donc sur ça, c'est sur les le 4, est-ce que pardonne-moi, je t'interromps, mais sur les 4, il y en a une que je ne connais pas, c'est Passeport. Est-ce que ouais, tu peux me dire qui est la population visée sur Passeport et Passeport, quelle, c'était nature de formation? Passeport, c'est une formation autour du sport, comme son nom l'indique, Mmh. et qui permet d'aller chercher des publics, je dirais au pied des immeubles, plus jeunes qui, des fois sont en manque de projets scolaires ou projets métiers. Donc le but de cette école, c'est de remettre ces personnes en condition physique et en verticalité finalement, comme on le fait dans les autres écoles, pour regarder un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon et de se dire: «Ah bah, finalement, je ne suis pas assigné à une situation sociale, je ne suis pas assigné au quartier, il y a autre chose et je peux saisir d'autres opportunités». Dans cuisine mode d'emploi, évidemment, c'est lié au métier de la cuisine, aussi large que possible. La boulangerie, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est la boulangerie et le sport, c'est surtout de remettre des personnes en condition physique et en condition de projet et ensuite qu'elles rechoisissent soit une filière de scolarité, soit une filière métier. Ouais. Toutes tes écoles s'adressent d'abord à des jeunes qui sont en Pas train que, de prendre pas une voie de que. tangente? Pas que, la vie est ainsi faite que oui, il faut s'intéresser à la jeunesse, et montrer à cette jeunesse qu'il y a des possibilités dans cette société, d'épanouissement, mais aussi d'accompagner les personnes tout au long de la vie. Parce que vous pouvez être, à 30, à 40, à 50, à 60 Mmh. ans, tourmenté par la vie, tomber sur le mauvais chemin, être touché par la maladie, tout ça sont des problématiques qui arrivent à tout à chacun. Donc à un moment donné, la seule chose qui permet de reprendre goût à la vie, c'est de retrouver un projet. Alors qu'on retrouve un projet après une privation de liberté, qu'on retrouve un projet après une longue maladie, qu'on retrouve un projet, après une séparation, un licenciement, peu importe, qui sont toujours de fait une séparation, eh bien il faut, pouvoir, se dire: «Eh bien je suis pas assigné à cette situation et je peux me remettre, en verticalité». Tu dis beaucoup, ne pas être assigné à sa situation et c'est ton histoire. Donc si tu veux bien, on va faire un petit arrêt là-dessus. Mmh. J'ai compris que tu avais grandi entre Ménilmontant et Champigny, Oui. dans les années du coup, 70 à peu près, À peu près, oui, ça 70-80, c'est la ouais. préadolescence, années Ouais. 70, la petite enfance et Belleville-Ménilmontant, quartier de la diversité, on dit pas qu'on est de Paris, on dit qu'on est du 20e et le 20e, c'était, je dirais, toutes les images populaires du Ouais. 20e, Édith Piaf, Maurice Chevalier, les Apaches, enfin vraiment ce 20e très ouvrier Mmh. et en même temps très artisan et très artistique aussi et puis, ces quartiers étaient bien souvent, très mal équipés en termes de logements sociaux. On a proposé à mes parents la grande banlieue, ce qui était, ce qu'on appelle maintenant les quartiers QPV, là où il se passait pas grand-chose. Donc, j'ai grandi effectivement entre Belleville-Ménilmontant et ensuite, la préadolescence, dans ces quartiers un peu plus compliqués, qui étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus violents même, que ce que pouvait être le 20e arrondissement. Dans le 20e arrondissement de Paris, tout le monde se connaissait, toutes les Ouais. familles se connaissaient. Tu as une vraie mixité d'origines, Oui, dans le 20e. Alors moi, il se trouve que c'est 2 quartiers que je connais, et que j'ai oui. traversés un Mmh. peu après toi. Je Mmh. vois bien la différence entre ces 2 quartiers Ouais. et la diversité sociale que tu pouvais avoir et dans le 20e Mmh. que tu as perdu en fait à Champigny. Ah Ouais. complètement, c'est-à-dire qu'à Champigny, on arrive dans un quartier de 3 000 logements en gros, Mmh. il y a rien. Il y a des immeubles et rien. On était confrontés à, bah, des gens qui finalement passaient leur vie en bas de la cage d'escalier et puis, heureusement le sport. Tu avais quel âge quand tu es passé du 20e à J'avais Champigny? 13 ans. Excuse-moi, notre discussion me fait penser à une discussion que j'avais eu la chance d'avoir avec, Boris Cyrulnik, au sujet, très différent, mais quand il me parlait de son enfance, il me racontait, il venait d'un milieu, très Mmh populaire, mh. avant-guerre et quand pour parler de son milieu, il insistait sur le fait que dans cette pauvreté-là, il y avait une grande joie et beaucoup de mots, Oui. qui dans ce qu'il a connu à Bordeaux et j'ai le sentiment que c'est ce que toi tu as connu à Ménilmontant, qui a été un moment heureux, Oui, oui, complètement, de moi, référence par rapport à Ménilmontant, Champigny. j'ai souffert d'aucun manque. Oui. Grands-parents, très présents, avec des rhétoriques, avec des mots valises qui nous permettaient de tenir debout, voilà, une gestion, de la table,
très précises. On faisait le marché une fois par semaine et c'était un peu le rôle de ma grand-mère et tout était géré au gramme près, de pain. C'était un apprentissage, pour un garçon, parce qu'on considérait que le garçon avait un apprentissage particulier et ça ne pleure pas, ça se tient droit et ça affronte la vie. Donc Mmh. moi, ma grand-mère, était un pilier, mon grand-père et mes parents, bah, de fait, ils travaillaient. J'ai jamais eu de souvenir de choses qui auraient pu me faire penser à une forme de pauvreté, sociale. Non, il y avait pas la télévision. Le jour où on a eu la télévision chez mes grands-parents, c'est qu'il y a eu les moyens de la faire. Il y avait une télévision à tirelire. On mettait des pièces comme ça. Ça, elle avait été rachetée d'occasion, dans une clinique, je crois, mon grand-père qui était très débrouillard, mais il y avait ce sentiment que l'argent se gagnait, que Mmh. on n'avait pas non plus à se croire, assigné à cette situation sociale, donc on avait une certaine fierté et la grande fierté de mon grand-père, c'était quand même que, apprendre à lire, écrire, compter, pour pas être exploité par les bourgeois. Il y avait un militantisme, chez mon grand-père qui était quand même devenu un petit artisan et ma grand-mère qui effectivement était à la maison. Mais ils avaient traversé la vie, que ce soit le conflit de 14-18 et il y avait un milieu assez clos, de ce quartier de Ménilmontant où le la rue était séparée, entre le haut de la cour et le bas de la cour. Ça s'appelait le 140 rue Ménilmontant et mon grand-père avait des copains extraordinaires. Mon grand-père était boxeur, en plus de son métier, c'est un boxeur amateur, mais il avait, des copains comme Eugène Criqui, qui était un boxeur qui avait été blessé à la guerre de 14, qui était comme mon grand-père, gueule cassée et qui avait la moitié le visage qui avait été amporté, mais qui était quand même devenu champion du monde de boxe et il était de la rue Saint-Maur et je me rappellerai toujours de ces fréquentations de mon grand-père, qui étaient des fréquentations, saines, certaines politisées, certaines très sportives, mais il y avait une unité, il y avait une parole donnée, il y avait, fallait savoir se tenir, mais en même temps, il fallait être très discret. On racontait pas d'où on venait, qui on était, Mmh. on n'invitait personne à la maison, si ce n'est des gens qui étaient connus de mon grand-père ou de ma grand-mère. Et on sent en même temps, une famille, engagée sans le savoir quelque part, avec en tout cas avec une conscience sociale très forte. Mon grand-père était très fier de ça, oui, Ouais, il avait été longtemps au parti communiste, oui. ce qui lui a valu d'être arrêté, pendant la guerre et il a été arrêté pour 2 raisons. D'ailleurs, 1 parce qu'il était au parti communiste, et 2 parce qu'il n'avait pas de certificat de baptême. Puis après, il a quitté le parti communiste, il se retrouvait plus du tout dans ces actions-là, à l'époque où Edgar Morin d'ailleurs, quitte le Mmh. parti communiste et mon grand-père est devenu un petit artisan patron, mais il avait gardé cette fibre de défendre l'ouvrier, mais de dire à l'ouvrier qu'il avait une responsabilité. C'est Ouais. de s'instruire pour pouvoir évoluer. Lui, son modèle, c'était vraiment le 20e arrondissement de Paris. Le 20e arrondissement de Paris était un quartier d'ascension sociale, je Mmh. dis pas d'ascenseur, mais d'ascension. C'est-à-dire que l'ouvrier qualifié devenait contremaître, comme on disait à l'époque, et le contremaître, en général, devenait, petit patron et tout ce quartier représente ça du 20e et mon grand-père n'avait de cesse que de dire à ses copains avec qui il avait milité pendant des années, de s'instruire et évidemment quand il s'instruisait, il s'éloignait du parti communiste parce qu'il Ouais, sentait bien qu'il y avait une fumisterie, là-dessus, quoi. oui, puis tu devais arriver dans les années 50, tu pas très loin de 56 au moment où on a commencé à se rendre compte que, en fait, Oui, oui, c'était moins beau que ça en exactement et avait puis que l'air. c'était Ouais, beaucoup moins poétique ouais, que ça pouvait, ouais, absolument. alors je pense qu'il s'est rendu compte de ça donc il avait, faut pas oublier que ces gens avaient fait la résistance Bien ensemble, sûr. donc il se trouvait normal que mon grand-père, même s'il ne le lisait plus, achetait Mmh. l'Humanité le dimanche, qu'il discutait avec ses copains avec qui il avait partagé l'atelier, et c'était resté très fort. Ouais, oui, on sent combien c'est fort en toi et comment ça fonde aussi l'idéal sur lequel tu bâtis tes écoles aujourd'hui. Et je veux pas aller trop vite, il me manque quelques étapes. Quand tu parles d'extraction, en fait, tu parles d'extraction de Champigny, plus que de Oui, plus parce que dans le 20e, tu étais en fait, pleinement heureux, ça se sent. oui. À Champigny, c'est une autre histoire. Je Mmh. comprends que tu te fâches avec l'école, tu traînes un peu à Je me fâche Champigny. avec le collège, ouais. Je Ouais, me fâche avec le collège, mais Champigny, c'était pas le Champigny, qu'on pourrait connaître, des pavillons du bord de ouais, Marne et c'est pas du tout ça. C'était, les HLM de Paris,
et la ville de Paris avait imposé des HLM Mmh. à la ville de Champigny. Donc les Campinois, ne reconnaissaient pas, faisant partie de Champigny. D'ailleurs, on n'avait pas les mêmes marchés, on n'allait pas aux mêmes endroits. Donc quand on arrive sur ces plateaux où il y a rien, c'est de la terre agricole. Et ces champignons de béton, ces barres de béton sortent de terre et on arrive, on n'a jamais vu ça. C'est plutôt sympa d'ailleurs quand on Mmh. arrive. Des salles de bain, on n'en avait jamais vu. On avait 2 salles de bain, chacun sa chambre, une grande cuisine, tout ça était merveilleux et pourtant je sentais, à 12-13 ans que c'était quelque chose qui allait me piéger et je me souviens que j'avais une copine, et des copains et le soir on passait, notre temps, dans nos chambres, chez les uns ou chez les autres et on voyait ces appartements s'allumer et s'éteindre un petit peu comme des calendriers de Mmh. l'avent et on se disait: «Mais on va crever là, quoi». Et donc heureusement le sport, le cadre éducationnel du sport, qui nous a permis de nous autoprotéger par rapport à ce qui était en train de se passer dans le quartier et le sport nous a fait sortir du quartier, grâce, Donc le sport, c'était le judo pour moi, toi? c'était le judo, mais pour mes copains, ça a été la boxe, pour d'autres copains, ça a été l'athlé et Mmh. puis pour un autre, c'était l'haltérophilie. Mais en fait, on passait pour des gentils dingues qu'il fallait pas aller enquiquiner, mais nous, on s'autoprotégeait de toujours se déplacer à 4 et à 5 avec cette fille qui nous ne quittait jamais, quoi. Et on est le même groupe à avoir choisi l'apprentissage après. Mais notre but, c'était de quitter absolument, ce quartier et de plus y foutre les pieds. Alors on sent que le sport, ça a été une passion et ça a été aussi une discipline, un modèle, une éducation presque. Alors, le sport, ça n'a pas été une passion, ça a été une découverte. Ce qui est intéressant dans le sport, c'est que je découvre que finalement, oui, je m'intéresse à l'idée du combat, de la bagarre, d'être, super fort, super baraqué, et en même temps, je découvre que je peux apprendre, que je suis pas idiot, que certes, j'ai pas compris le collège, apprendre pour faire, j'ai pas compris, mais faire pour apprendre, je comprends. Donc quand je me retrouve sur le tatami ou sur le ring de boxe, bah, je comprends que si le prof me montre bien, je vais essayer de ressembler au prof, donc j'ai un rôle modèle et je vais même essayer de le dépasser. Tout ça posé dans un cadre éducationnel, hein. Un dojo est un cadre, fermé qu'on a Plein de règles, spiritualisé, bien sûr. qu'on a sacralisé et finalement je me retrouve là-dedans. S'ajoute là-dessus, comme beaucoup d'adolescents, je cherche de l'image. Donc l'image, moi, je la trouve au travers de l'idée du samouraï, du film d'Unegaki, la trilogie samouraï, enfin et avec mes copains, on ne parle que de ça, de super, types forts au karaté, ci et ça. On va dans des clubs de karaté, mais on n'a pas d'argent, donc on allait chez Guy Sauvin à Paris, je me souviens, mais on avait quand même beaucoup de mal à payer, notre licence, donc le judo, c'était gratuit à Champigny. C'était au moins, quelque chose qui était assez fort, dans le Val-de-Marne, c'est que ces mairies communistes Bien sûr, donnaient un accès au sport, bien sûr et à l'art, globalement et voilà. au sport et à l'art, de façon, Et très, très ouverte. donc bon, bah, voilà, on peut au moins les remercier de cela et du coup, bah, je vais comprendre que, bah, 1, il y a un monde à l'extérieur de la cité, 2, que le sport me protège et que je sais apprendre autrement que les autres. À ce moment-là, tu cajoles l'idée d'avoir une carrière sportive? Ah oui, oui, bien sûr, ouais, Oui. bien sûr, bien sûr. Non, dès lors que vous commencez à toucher, les championnats départementaux, régionaux, que vous entrevoyez les championnats de France, C'est ça. bon, bah, Tu vous peux en faire dites une vie. qu'on peut en faire une vie, pourquoi pas? Et puis on se voit champion et c'est ça. Puis après on côtoie quand même de temps en temps, l'INSEP. Oui. Donc on va voir ces champions à l'INSEP, on se dit: «Mais ils sont quand même à un niveau supérieur», donc on essaye de se confronter et les compétitions, il y a rien de mieux pour se confronter. Mais très, très tôt, quand on parle de sport-études, bah, il y a le mot études et là, moi, je suis déficitaire. En fait, tu ne deviens pas, judoka professionnel à cause des études? À mon avis, pas Oui. que, parce que je prends aussi pas mal de boîtes, parce que, j'ai l'intensité d'entraînement, mais il y a le petit truc en plus qui fait qu'à un moment donné, vous basculez, Ouais. athlète de haut niveau et moi j'entends beaucoup de gens me dire qu'ils ont été athlètes de haut niveau. Pour fréquenter encore beaucoup les athlètes de haut niveau, je me dis: «À quel moment de leur vie ils ont Mmh. été athlètes de haut Ils ont niveau?» été grands sportifs, c'est déjà pas mal. Grand sportif, c'est Ouais, déjà ouais. beaucoup, l'athlète de haut niveau, quand je vois
la somme d'entraînement dans mon propre club aujourd'hui de gens qui font championnat d'Europe, championnat du monde, non, j'ai Ouais. jamais été à ce niveau-là, bien qu'aujourd'hui j'ai la chance de pratiquer avec des gens qui sont à ce niveau-là. Mais, non, non, c'est un niveau d'engagement, puis de don aussi, parce qu'il y a quand même une agilité qu'il faut avoir et bon voilà. En même temps, tant mieux parce que j'ai découvert d'autres facettes du judo. Parce que dans le judo, il y a tout un tas de facettes et de liens qui peuvent vous construire en tant qu'homme, c'est ça qui est Oui, oui. intéressant. Bah, tu l'as gardé à la fois comme, pratique Oui, sportive et effectivement comme philosophie presque, enfin, tu pourrais dire complètement, ça. Ton chemin croise celui des Compagnons du devoir. oui, par Mmh, hasard, la non, vie est non, faite pas aussi de non, non, hasard. Ouais. pas vraiment par hasard, mais mon grand-père était compagnon des devoirs. Ah, Mon c'est ça grand-père le chaînon était, manquant. mon grand-père avait, fait sa formation chez les compagnons des devoirs comme maréchal ferrant. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a été recruté dans l'armée française, parce qu'il était maréchal ferrant et il est rentré dans un régiment hippomobile. Puis il a fini, dans un régiment d'artillerie, puis finalement après dans un autre régiment. Mais c'est son entrée dans l'armée, c'est ça. Donc il connaissait les compagnons des devoirs très, très bien et quand ça tournait un petit peu pas très bien dans le quartier de Champigny, ma grand-mère s'est souvenue d'un truc assez bizarre que je lui racontais quand j'avais 6, 7 ans, que je voulais devenir cuisinier-pâtissier sur un bateau. Le rêve, Mon tu rêve sais d'enfant, c'était surtout de pas me barrer du quartier, naviguer, naviguer. Il faut pas oublier que à Ménilmontant, je traversais tous les jours la rue du Japon, la rue du Laos, la rue du Cambodge, la rue de la Chine. voilà. Donc, ça me fait penser toujours à cette image d'un singe en hiver, quoi. Et du coup, bah, le bateau, c'était un petit peu ça, boulanger-pâtissier. Cuisinier-pâtissier sur un bateau. Il y avait aussi mon voisin qui était un boulanger exceptionnel, qui avait monté sa boulangerie juste à l'entrée du 140 rue Ménilmontant. Donc ma grand-mère a fait la démarche, quand ça tournait mal pour moi vraiment dans le quartier du Val-de-Marne. Elle est allée voir des artisans, alors un artisan Mmh. tripier, un artisan hein et donc je suis allé voir cet artisan boulanger qui m'a dit: «Écoute, la boulangerie, pas tout de suite, c'est pas vraiment facile. Prends la pâtisserie. Parce que tu dessines bien, parce que prends la pâtisserie» et je suis rentré apprenti pâtissier et j'ai eu la chance de rentrer dans une maison exceptionnelle. J'adore voir à quoi est dû le chemin d'une vie parce que, bien sûr, Oui, là, tu as l'attention de ta grand-mère, qui veille sur toi, en fait, oui, qui est oui. vraiment instrumentale dans tes choix. Mais tu as aussi les hasards des rencontres, enfin, ça tient à peu de choses et beaucoup de choses à la Ma fois. grand-mère était une femme forte. C'était la plus jeune de 8 garçons, donc elle avait 8 frères et Elle a appris à se battre, elle aussi. elle a appris beaucoup à se battre et elle voulait surtout pas que le garçon de la famille finissent mal. Donc, interdiction de cigarettes, interdiction d'alcool, interdiction de tout ça. C'était très rigoureux, mais, elle a tout fait pour que je rencontre, l'espoir d'un métier, Mmh. qui m'épanouirait et moi j'ai pas, tout de suite percuté à la pâtisserie en disant: «Ça va me passionner». Moi, ce qui me passionnait, c'est la boulangerie. Je vais prendre ce métier de pâtissier, parce qu'il fallait dessiner des gâteaux et moi j'imaginais que j'allais faire des gros gâteaux, enfin, des choses comme ça et la troisième raison, c'est parce qu'on travaillait la nuit, et que ça me laissait du temps pour aller faire du judo l'après-midi. Dans la Donc mesure où tu dors peu. je dormais quand même suffisamment pour aller m'entraîner et de pas perdre le fil conducteur avec la fédération de judo et donc je traînais comme ça dans mon club de judo, en plus de l'apprentissage de mon métier. Mais c'est des moments, heureux parce que, j'ai croisé la route de pâtissiers extraordinaires, des chefs comme Pascal Niot, monsieur Turiès, le pays Turiès, c'est des gens qui étaient Gabriel Paillasson, enfin des gens extraordinaires, et j'ai des souvenirs artistiques avec eux. Moi, je regardais dessiner Pascal Niot, qui avait fait les Beaux-Arts, qui est un meilleur ouvrier de France, pâtissier, ça me fascinait. J'étais très heureux dans l'apprentissage de la pâtisserie. J'ai découvert le monde ouvrier, le monde du geste, vraiment, parce qu'il y avait un geste chez les pâtissiers, il y avait encore très peu de machines. On était très nombreux dans les laboratoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de machines dans Mmh. les laboratoires. On apprenait, à écrire avec un cornet en papier, en plein et en délié. Enfin, il y avait un travail artistique en pâtisserie qui était et Mmh. je me souviens de mon premier poste, j'étais ce qu'on appelle au four sec. Donc les tuiles, les filanciers, les macarons, enfin voilà, c'était notre poste. Puis après on tournait au fur et à mesure de notre apprentissage. Pourquoi ne pas y rester, Thierry? On sent que tu aurais pu faire une vie dans la Non, pâtisserie. mais à 18 ans, à 17 ans et demi, je reçois le papier pour faire les 3 jours, aux armées
et on me demande, de revenir dans mon quartier finalement. Tout ce que j'avais fait pour quitter ce quartier. Et le recrutement dans l'armée française à l'époque, c'était, «Si tu veux voir du pays, engage-toi». On était 4 copains, les 4 mêmes copains qui avions choisi l'apprentissage et on s'est dit: «Bah, on nous demande de revenir dans le quartier alors qu'on a tout fait pour le quitter. La seule façon de se barrer, c'est peut-être se barrer loin». Et cette idée que l'armée pouvait nous transporter très loin, c'était ça. Donc j'ai eu une rupture avec, la fin de mon apprentissage. J'avais mon CAP donc je pouvais partir. Je suis pas rentré donc dans le monde ouvrier et j'ai basculé J'ai vu qu'à dans ce le moment-là, monde tu es des parti armées, au Liban. oui, Heu, enfin comme c'est des expériences, mais en Sacrée tout cas expérience à 18 ans. c'est un autre cadre, c'était autre chose. Mais ces gens avaient le goût de l'aventure, le goût de la rigueur, le goût de la camaraderie, le sens de l'honneur, la parole donnée. Ça c'était, très similaire à ce que je vivais chez les compagnons. C'était surtout de dire, «Il y a des hommes encore, vraiment des hommes», Mmh. des gens qui avaient une certaine verticalité. Je comprends. Une Qui avait le sens droiture, de un la courage parole et donnée, ouais. mon père était comme ça, mon oncle était comme ça, des gens qui avaient servi, mon grand-père était comme ça et puis après, eux ne fréquentaient aussi des hommes qui étaient comme ça. Il y avait, cette image, du père, du grand-père, d'une espèce de groupe d'hommes qui était, bah, on se couche pas pour rien et dans cette, approche-là et bien, comme on se couche pas pour rien, on a la rectitude de ses choix et ça pour moi c'était un modèle. Oui, on Ça sent l'est que ça encore t'a d'ailleurs. c'est ce que j'allais dire, on sent que ça t'a porté toute ta vie, en fait, tout au long de ta Oui, carrière. l'idée de pas se coucher pour rien, oui. Oui. Quand tu regardes aujourd'hui, parce que, l'extraction dont tu parles a commencé à ce moment-là, par cette armée qui t'amène voyager, par ces compagnons du devoir qui t'apprennent un métier Et voyager. et qui te font voyager absolument, Ouais, tu as raison de le ouais, rappeler, tu es sur ouais, la route avec les ouais. compagnons du devoir. Hem Et à ton retour, ça va t'amener du coup à rentrer dans la restauration, Mmh, donc on voit l'amorce de ta vie professionnelle. ouais, Et du coup de ton extraction mmh, de Champigny, de Ménilmontant. ouais, En parlant, ça me fait penser à un sociologue qui s'appelle Gérald Bronner, que tu connais peut-être, oui, qui parle du fait que c'est un non pas un transfuge de classe, mais un nomade de classe. C'est-à-dire lui, il est fils de femme de ménage, devenu enseignant à l'université. mmh, Et en même temps, il est toujours resté attaché aux valeurs avec lesquelles il a grandi. mmh, C'est qu'il préfère le mot nomade et attaché à une camaraderie avec, sa famille, ses amis ouais. d'antan. C'est un mot qui te décrirait également? Oui, mais vraiment l'idée que, cette, extraction sociale, ce cadre social m'est construit avec ses valeurs, aujourd'hui, ça continue à me dans mon nomadisme professionnel, dans mon nomadisme de vie, ça reste des valeurs supports qui me avec des mots valises et des phrases valises, hein, parce que je me souviens que mon grand-père, ça et j'avais peut-être 6 ans quand j'ai entendu ça, il disait: «Non, mais c'est pas grave ce qui t'arrive, il y a que la mort qui est irréversible». Il avait vécu la guerre, hein. Il Donc savait de voilà, quoi il donc parlait. bah, toute Ouais, ma on se vie, je me relève. suis dit, voilà, tant que tu es vivant, tant que même si tu Mmh. as mal, On se tu relève, te c'est pas relèves. grave, hein. Mmh. Après, il faut pas oublier de notre extraction sociale, que la vie va être un combat, qu'on est différents et inégaux face à la vie et que le baratin permanent du monde politique de nous dire qu'on serait, égalité, fraternité, c'est faux. Qu'il y ait un ascenseur social, c'est faux. Quand je suis rentré dans le monde de la gastronomie, je suis rentré par effraction, avec une tolérance, très, très, très moyenne et encore aujourd'hui. On se dit: «Oh là là, non». Donc ça veut dire que et quand, j'ai écrit ce livre, «Celui qui ne combat pas a déjà perdu», c'est que cette phrase, je l'ai empruntée, voire, dérobée à Bertolt Brecht, mais c'est complètement vrai. Celui qui ne combat pas a déjà perdu et ce sera plus dur pour celui qui a une Oui, extraction sociale difficile. Ma mère m'a beaucoup enseigné ça, de ne jamais chercher le bouc émissaire. oui, et c'est vrai que cette situation-là s'est empirée dans le temps, hein. Tu sais, aujourd'hui, on dit qu'il faut 6 générations pour s'extraire. On voit bien, pourquoi c'est très ancré chez toi et pourquoi tu as eu envie derrière Oui. de rendre à ton tour en créant Ouais. les écoles dont tu m'as parlé tout de suite. Tu dis que tu es rentré par effraction dans le métier, c'est une très belle phrase, rentrer par effraction, il y a Oui, quelque oui, chose oui, d'un peu, complètement. où J'étais tu pas des t'imposes d'une certaine manière, bien sûr. il y a pas à demander, Non, 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 c'est un métier très fermé, tu trouves? j'ai passé,
Oui, c'est un métier qui est siloté, oui, comme beaucoup, hein, c'est normal. Mais non, moi je passe mon CAP en candidat libre, je l'obtiens, très, très vite. Il y a aucun moyen pour le faire dans cette école dans laquelle je le passe et un chef, bienveillant me dit: «Écoute, c'est formidable, que tu aies eu ton CAP, mais globalement, si tu as pas travaillé avec un grand chef ou un grand nom, ça servira à rien». Donc je suis allé, voir les chefs qui étaient les plus connus et qui étaient loin de Paris pour pas qu'il y ait cette référence au quartier d'où je venais Ouais, et donc je suis allé voir Bernard Loiseau qui m'a pas embauché, mais qui m'a invité à déjeuner avec un monsieur qui s'appelait Georges Pralu et le soir même, quand je suis rentré de Saulieu, je me suis présenté, ici à La Marée, ça s'appelait La Marée ici et quelqu'un m'a dit: «Bah non, nous on recrute pas, mais allez voir chez Taïwan». Je suis allé chez Taïwan et Claude Deligne m'a dit, monsieur Claude m'a dit: «Mais oui, il y en a un qui part ce soir, mais tu arrives d'où?» J'ai dit: «De chez Bernard Loiseau». C'est une effraction. C'était pas vrai, mais à l'époque, on vérifiait peu et il suffisait de s'imposer, au poste de travail tu avais donc un culot de dingue. oui, oui, mais en même temps avec une trouille de dingue. Ouais. J'avais très peur. Je suis arrivé, j'ai dû arriver devant, rue Lamennais, à 6 heures du matin, avec les premiers cajots qui étaient de livraison et je copiais, toutes les recettes que je voyais, je dessinais toutes les recettes et essayais d'en prendre un petit peu, le contenu. À l'époque, il y avait pas Google, hein, donc on fauchait plus ou moins les recettes au fur et à mesure. Je me suis accroché et Claude Deligne a été, le chef bienveillant, tutélaire et qui m'a mentoré, pour m'aider à me sortir de ça et à me donner, un début de carrière pour avoir les bases techniques. Et il m'a donné, les bases techniques avec d'autres chefs qui étaient là Mmh. présents, bien évidemment. Et ensuite, il m'a dit: «Écoute, tu es trop vieux pour, pour passer, pour rester commis et tu es pas assez aguerri pour passer le grade supérieur. Donc dis-moi chez qui tu veux travailler». Évidemment, j'ai mis 5 noms sur un papier que j'avais lu dans le guide Goemio et dans le guide Michelin Les et meilleurs. il a pris immédiatement son téléphone le soir même, le vendredi soir. Je m'en rappellerai toujours. Je quittais Taïwan. Il a appelé 5 grandes maisons, 3 étoiles et j'ai travaillé dans ces 5 3 étoiles et la dernière maison était Joël Robuchon et il nous a invités, on était 3 à partir avec son fils et il nous a invités, avenue de Wagram, enfin à l'angle de Wagram et la rue Saint-Honoré, manger des huîtres, Ouais, tu pas très loin d'ici. et non, mais juste à côté, moi j'ai une histoire C'est avec ton ce quartier, en quartier, fait. bien sûr. Tu Il aimé m'avait dit ses quelque coups de chose de pouce. très fort, monsieur Deling. Il m'a dit: «Je pistonne personne et moi j'ai pas à te pistonner, c'est à toi de faire le job» et c'est effectivement ce que je transmets, dans nos écoles, c'est de dire: rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est ton projet, donc ne t'appuie que sur toi et sur ton sens vertical des choses et tu avances. C'est l'engagement, c'est de lâcher la main du passé quand le passé est des fois un peu compliqué et la régularité, de faire tous les jours ce que tu vas faire et de retrouver un chemin par rapport à ça. Ça, tu l'apprends, via la cuisine, c'est ce que tu disais, via le sport, mais en fait, c'est un enseignement assez universel pour, C'est un enseignement universel. ouais. Moi, je l'ai codifié, grâce et avec Gérard Cagnat, qui a été mon premier professeur. Quand j'ai proposé de créer ces écoles, avec Philippe et Véronique Carillon, le premier professeur que j'ai eu, c'était un chef qui était à la retraite, qui avait eu 2 étoiles pendant des années et qui a accepté de venir m'aider comme professeur et on a mis ces codes en place. Rigueur, engagement, régularité. Qu'est-ce que c'est que la cuisine finalement? Le geste, le feu, le temps et d'apprendre toutes ces méthodes de travail accélérées, hein, parce que nous formons les gens de façon accélérée, mais on met aussi les personnes tout de suite devant leurs Ouais, responsabilités. et on l'a pas dit, mais c'est une formation gratuite, hein, et Alors, certifiante. elle ne devient plus, elle est gratuite, bien évidemment, dans le sens, de numéraire. On ne va pas Ouais, demander d'argent aux gens, mais il il y a une monnaie d'échange finalement qui s'appelle RER bien sûr. Non, mais et elle nécessite de l'engagement, oui et puis d'expliquer à tout le monde que sur cette planète, il n'y a rien de gratuit. bien Ça sûr, n'existe pas bien la sûr. gratuité. C'est c'est un élément de langage qui n'a aucune signification sur cette Disons qu'il y a pas de planète. barrière à l'entrée. Il y a pas de Il n'y a barrière pas de barrière à financière à l'entrée l'entrée. et la première chose qu'on dit: «Votre passé ne nous intéresse pas». À quel moment dans ta carrière de chef, tu as eu l'idée de ces écoles?
2006. 2006, donc au moment où tu étais au Bah, je pinacle suis quelque chef, part de je suis ta chef de de ta l'année. carrière. Je travaille entre la France et le Japon. Je suis espoir 3 étoiles. Enfin, il y a tout un tas de choses et je bénéficie grâce à une journaliste formidable qui vient faire un article sur moi, sur le portrait de 4e de couve de Libération, où elle va titrer, Thierry Marx, ceinture noire et cordon bleu. L'antiterroir. L'antiterroir parce qu'évidemment, Mmh. je ne pouvais pas me revendiquer d'un terroir, Bien sûr, comme en la plupart des France chefs. et j'ai reçu des tonnes de courriers, mais des tonnes de courriers. Et ma secrétaire à l'époque s'appelait Cathy. Elle me dit: «Chef, regardez, lui il dit qu'il vous a connu dans le quartier» et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui viennent du même parcours que le mien?» Et je suis allé voir Julien Lauprêtre au Secours populaire et j'avais une passion pour Julien Lauprêtre parce que c'était le dernier homme qui avait vu Manouchian vivant en prison. Bien sûr. Je vois Julien Lauprêtre et je lui dis: «Bah, voilà, moi je voudrais aider, les gens mais je sais pas comment faire». On discute, je fais quelques petites opérations avec le Secours populaire, avec qui je garde des liens d'amitié forts d'ailleurs. Et puis je vais croiser la route de Véronique Colucci et elle me dit: «Bah, viens au resto». Au resto, je vais, être à la porte de la Villette et puis avec, Véronique Colucci, Mathilde et d'autres, on va décider de faire un livre pour les bénéficiaires et les bénévoles. Comment faire la cuisine avec ce que on vous donne au Resto Mmh. du Cœur. Un livre qui a forcément bien marché, mais où on va faire des ateliers et les ateliers sont d'un bonheur absolu parce que, les hommes, les femmes sont là, ben, finalement tout le monde donne un coup de main, on fait la cuisine ensemble, on partage, on échange et je dis à Véronique, Colucci, je lui dis: «Tu sais, on devrait monter un centre de formation professionnelle parce que ces gens, ils sont doués» et elle me dit une phrase qui m'étonne, elle me dit: «Mais on n'est pas là pour mettre des gens en conformité». Je lui dis: «Oui, tu as raison, mais on n'a pas non plus à se croire assigné à la précarité». Mmh. Et elle me dit: «Oui, tu as raison» et c'est devenu la marraine de nos écoles. La rencontre avec, Véronique Carillon et Philippe Carillon, qui eux vont être les architectes de la construction, y compris financière de ces écoles et de les bâtir et c'est comme ça que c'est né et parce que je me disais: «Bah, finalement, qui je suis moi pour donner des leçons ou quoi que ce soit ou, de mettre un petit chèque de temps en temps pour avoir l'air, d'un type bienveillant et je trouve que ces écoles, bah, elles ont pris leur sens, à ce moment-là. Ah mais on sent que toute la droiture que tu as reçue de tes grands-parents et de tes parents a été vraiment très ancrée parce que tu aurais pu aussi, excuse-moi, mais kiffer ta vie de chef, reconnu, étoilé Mais au bien sûr, mais Pinacle ça tournait et vite tu court ouais, et puis encore une fois, je le rappelle souvent, moi je suis un chef qui est pas été tout de suite dans le sérail des chefs. ouais, Donc les soirées, gros cigares, grosse montre, grosse bagnole, j'étais pas forcément très à l'aise avec ça. À une époque de ma carrière, au début de ma carrière, moi je voyais des chefs qui vivaient avec une espèce de côté assez ostentatoire ouais, de leur réussite et je me sentais pas forcément à l'aise avec ça et or que je suis très à l'aise au resto. ouais. Je Mais suis tu vois, très heureux d'ailleurs au Resto du Cœur. Moi, c'est un peu, je vais dire une seconde famille, mais tout le monde est pote, quoi. On est vraiment potes au resto. Dès qu'il y a une émission que je peux faire avec les restos, dès que je peux une action avec les restos, heu, c'est des gens d'où je viens, quoi. ouais, je Donc comprends. et avec des parcours, accidentés, des gens qui rebondissent et c'est Je ne sais formidable. pas si tu as entendu parler d'une association qui s'appelle les Petites Cantines, Si, oui, 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 qui fait on des les choses connaît, assez ouais. formidables, Ouais. différentes des Restos du Cœur, mais avec ce même esprit de lien par l'alimentation où tout le monde s'assoit, cuisine ensemble, on mange Oui ensemble. et ce que j'aime dans les restos, c'est qu'ils prennent conscience que certes, c'est un cercle vertueux, mais en même temps, il faut faire attention. Là, on travaille beaucoup sur la petite enfance et les bébés, Oui, commencer à bien les nourrir, la petite enfance, l'adolescence, le vêtement, l'accès au logement, oui, enfin tout ils ont ça, largement dépassé les l'alimentaire. mamans, et donc les Restos du Cœur aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. J'en parle souvent avec le président, hein, des restos. Je dis: «Voilà, la parole de Coluche, elle a 40 ans». Et c'est notre système économique qui ne fonctionne pas. Si un système économique, produit de l'exclusion, c'est que le système ne fonctionne pas et qu'il devient dangereux. Bon, je te dirais même, notre système économique, il a été crescendo, en fait. Enfin, les problèmes du système économique ont été croissants. On est dans une ubérisation du modèle économique avec tout ce que Oui, ça c'est veut dire. vrai mais je me souviens des mots de Coluche. Moi, j'étais fan, hein, de Coluche, mais heu, je me souviens de ces mots. Il disait: «Bon voilà,
il pensait que les Restos du Cœur, c'était, conjoncturel, Ouais, que la conjoncture du moment nécessitait les Restos du Cœur et c'est devenu un outil, structurel finalement bien parce sûr. qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on saurait se faire, sans les Restos du Cœur, sans le Secours populaire. On a beaucoup, parlé de notre président, du président Hollande. On a oublié, que ce président, on peut ne pas apprécier ce président ou le contester ou l'apprécier. Mais en tout cas, ce que j'ai apprécié chez ce président, c'est qu'il a créé, une réflexion sur, tous ces acteurs, de l'action sociale et en faire, La France s'engage. Bien sûr, bien Aucun sûr. journaliste n'a pris le rebond de La France s'engage, or qu'on s'est tous comptés, on est tous devenus copains. Il y a des gens qui faisaient le cartable solidaire, d'autres qui faisaient la cravate solidaire, Restos du Cœur, Secours populaire, mais on s'est au moins tous retrouvés dans une même idée de dire: «Bien aujourd'hui dans La France s'engage, sans ces organismes-là, ça fonctionne pas». Et dans La France s'engage, une des nombreuses associations soutenues par La France s'engage, tu as une asso qui s'appelle VRAC, Oui, tu oui, as je peut-être connais, oui. croisé, qui Oui. fait un travail fabuleux sur l'alimentation, et l'alimentation saine dans les quartiers. Oui, oui. Aujourd'hui, tu as à peu près un Français sur 5 en fait qui a du mal à se nourrir, Bien sûr, on a 2 millions, plus de 2 millions c'est de énorme. gens à l'aide alimentaire et on a 1 million de travailleurs pauvres. Ouais. De gens qui malgré leur travail, n'arrivent pas le 10 du mois à avoir une alimentation correcte. Donc ça veut dire que le monde aujourd'hui, et je sensibilise toujours le monde de l'entreprise et c'est vrai qu'on a une écoute, ça peut paraître, étonnant, mais d'un patron comme, enfin d'un patron, pas d'un patron, mais d'un président comme le président du MEDEF, ils sont conscients de ça. C'est que le système économique dans lequel, on est emballé depuis, Mmh. plusieurs siècles, fabrique de l'exclusion sociale. Donc, il va falloir, changer ça. De produire de la richesse, si elle n'est pas partagée, si on continue à fabriquer une fracture sociale, ça devient très inflammable. Alors Thierry, hem, quand tu dis: «Il va falloir changer ça», si je te nomme pour quelques minutes, ministre de l'ESS, par exemple, Mmh, ministre de l'économie sociale et solidaire ou ministre de l'économie tout court, mmh. quelles seraient tes premières mesures? Je me débarrasse de l'idée de l'ESS. Pour moi, l'économie est ESS. Une économie, bah, je brigue Mmh. pas de poste de ministre, mais au moins de conseils entre le monde de l'entreprise et heu et le monde de Bercy finalement, le monde des finances, de se dire: «Il faut être en capacité de commencer à mesurer l'impact social et l'impact Mmh. environnemental des entreprises». C'est pas en leur imposant, d'ailleurs elles le souhaitent. La plupart des entreprises souhaitent ça. Quand on parle de programmes RSE aujourd'hui, elles acceptent de se dire: «Oui, on a intérêt de mesurer notre taux d'inclusion. Combien je prends de personnes qui sont exclues? Comment je les aide à grandir dans l'entreprise, à les former et à les accompagner au travers de différentes formations, d'une reprise de scolarité et cetera». Et l'impact environnemental, il faut le mesurer aussi. Mmh. Est-ce que j'ai fait 5 pour l'environnement? 10, 15? Premier projet que je ferai, c'est dans la valeur de l'entreprise, dans sa valeur en numéraire, j'ajouterai une valeur supplémentaire qui est la valeur de l'impact social et environnemental. Ce qui permettrait au moment d'avoir des reventes d'entreprises, on dirait: «Elle vaut tant, mais elle a un impact social et environnemental fort», ce qui ajoute une valeur ajoutée à la vente de cette entreprise. Ce qui est étonnant, c'est, l'inflammabilité de Mmh. cette fracture. On est sur maintenant 2 camps qui pourraient s'opposer. Et quand on crée, Cuisine Mode d'Emploi et que je débarque, après Top Chef, bah, j'ai plus de moyens, j'ai plus de visibilité. Heureusement, je refais 2 ans avec Julie Andrieux dans les carnets de Julie, mais la visibilité médiatique, j'avais plus vraiment. Je me suis appuyé sur la visibilité de Top Chef pour créer les premières écoles, mais après c'était un peu compliqué et on m'a dit: «Mais tu devrais rencontrer des gens du CAC 40». Je savais même pas de quoi on me parlait, le CAC 40 et une amie, Mercedes Serra me présente, et je lui dis, «Bah, écoute, je veux bien rencontrer ce monsieur». Je le rencontre. Il me dit: «Ah oui, d'accord», je lui montre mon PowerPoint de création des écoles, nos résultats, ça. Il me dit: «Oui, j'ai compris, vous allez me demander de l'argent». J'étais tellement vexé, je lui dis: «Non, je vais vous demander un réseau». Il me dit: «Alors là, vous m'intéressez. Qu'est-ce que vous faites ce week-end?» Je lui dis: «Bah, absolument rien et je suis invité au Grand Prix de France
Et il m'a dit: «Vous pouvez faire le même speech que vous m'avez fait?» Je dis: «Oui, bien sûr». Je fais le speech, 4 ou 5 bras se lèvent et on part sur la continuité d'une participation publique-privée pour la création de nos écoles. Et hélas, quelques semaines avant sa mort, je lui dis: «Mais pourquoi tu nous as aidés? C'est quoi la motivation d'un groupe Mmh. comme le tien pour aider?» Et comme il avait son franc-parler, il me dit: «Mais t'es con, si on continue comme Je ça». crois qu'il va falloir que tu nous dises de qui il Oui, s'agit. il m'a dit: «Si on continue comme ça, on va s'entretuer». Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande Et conscience de c'était, l'infaillibilité, comme tu bien dis. sûr, et ce monsieur, c'est Christophe de Margerie. Assez régulièrement, je prends un café avec un ancien du parti communiste et il est âgé et il me dit: «Oui, on a peut-être dit des conneries des fois et ça, mais on a dit des choses bien». Et il me dit: «Tu sais, on devrait construire une économie de croissance en conscience». Et j'ai gardé ça. Ce qu'on appelle aussi les entreprises à mission, Oui, mais ça, c'est des éléments de langage, on se le tartine tranquillement, mais à un moment donné, tant qu'on ne le construit pas et qu'on ne mesure pas, on prouve rien. Moi, je vois plein de gens qui sont soi-disant des entreprises à mission, des fonds impact, j'en côtoie tous il y a les les jours. vrais, il y a les faux. Et il y a les vrais, il y a les faux, et je suis convaincu qu'à un moment donné, on doit être en capacité dans une entreprise, au moins en Europe, de se dire: «On mesure notre impact social et notre impact environnemental». Une entreprise, à un moment donné, elle peut faire 5, 10, 15 Mmh. d'inclusion et puis après, elle peut aussi mesurer son impact environnemental. En fait, tu attends le gouvernement plutôt sur la législation Bah, c'est leur rôle. ouais, mais C'est-à-dire qui que obligera les entreprises à aller vers des informations qu'on mais appelle extra-financières. le problème, Ouais. c'est que, l'entreprise est prête aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète, tu vois, c'est plutôt les années 30. Mmh. Et je trouve que si je regarde l'histoire Je des années comprends. 30 et que je vais vers 2030, je me dis: «Mais on a le schéma». Alors, je crois que le rôle de l'entreprise aujourd'hui, c'est de reprendre une force de proposition et que l'État, le législateur légifère. Aujourd'hui, l'ubérisation du travail est un exemple. C'est c'est d'une violence, d'un libéralisme absolu, tout le monde trouve ça normal. Mmh. Et que c'est une dérégulation totale de notre code du travail. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que fait l'État pour ne pas légiférer là-dessus? Moi, quand je vois des gens qui pédalent jour et nuit et qui sont exploités par un autre qui, lui, a le droit d'avoir une licence parce qu'il a des papiers, ça Ouais. devient complètement fou. On laisse subériser totalement la société, c'est du libéralisme pur, c'est partout dans le monde et on se dit: «Non, mais c'est normal». Moi, j'ai une image, que j'ai envoyée à une amie qui s'appelle, Muriel Pénicaud. Le 19/03/2020, on arrête la France pour des problèmes sanitaires. Tous les restaurants, tous les hôtels sont fermés. J'arrive place de la République et je vois des quantités de vélos, des quantités de gens assis par terre avec des sacoches et ci et ça. Et je dis au CRS qui me demande mes papiers, je lui dis: «Mais il y a une manifestation». Il me dit: «Pas du tout, ils n'ont pas de travail». J'ai fait la photo et Muriel m'a dit: «C'est ça l'ubérisation de la société, Ouais. l'ubérisation du monde». C'est-à-dire que le soir même, Romain Colucci m'appelle pour nous demander de réouvrir nos écoles et de faire du pain parce qu'ils n'ont plus de pain pour la maraude. Donc, le lendemain avec Romain, on était au four, tous nos élèves sont venus pour faire du pain Mmh. pour les Restos du Cœur. Donc, quelle société nous voulons? Du chacun pour soi ou de se dire: «Non, non, non, on ne peut pas tout déréguler comme ça». Donc, quand je parle d'une croissance d'entreprise, moi je crois à la croissance des entreprises, mais une croissance qui a un impact social et un impact environnemental. Une croissance en conscience. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi, enfin, tu ne trouveras personne qui soit plus d'accord avec toi que moi. C'est pas simple, en fait, dès que tu parles là du grand groupe, c'est compliqué et puis les législations vont et viennent. Je pense pas qu'on puisse dire, une entreprise aujourd'hui, «Non, on n'y arrivera pas» ou «Le législateur, on n'y arrivera pas». Le risque d'explosion Ouais, est beaucoup trop trop fort. fort et surtout de suivre le premier gourou qui passe. Mmh. Les années 30, Bien c'est sûr, ça. mais on le voit très fortement aujourd'hui. Plus on abaisse le seuil de l'esprit critique du concitoyen, parce que l'école s'est dégradée, parce que les situations économiques s'est dégradée. Immédiatement, comme dans les années 30, 2 blocs s'ouvrent, Mmh. un bloc qui dit que c'est de la faute des autres et un autre bloc qui dit que c'est de la faute des riches. Ouais, on le voit aujourd'hui. Ça a toujours Bien abouti sûr, à bien une sûr, fracture d'une bien sûr. violence absolue. Je reviens juste sur l'idée, et je termine là-dessus, mais sur l'idée du salaire brut, salaire net. Aujourd'hui, on se dit, mais vous avez un projet métier et sur le marché du travail, vous valez 4 000 € brut. Il vous reste 2 200 €.
Vous dites: «Mais non, je vis pas, je fais pas épanouir ma famille, je ne m'épanouis pas parce que» Mmh. et on vous dit: «Oui, mais c'est la solidarité nationale». Vous ne comprenez plus le système. Donc à un moment donné, le rôle de l'entreprise, c'est aussi de proposer au législateur, avec le citoyen bien évidemment et son bulletin de vote, de se dire: «Quelle société vous voulez? Vous vous voyez où dans 2 ans? Vous vous voyez où dans 10 ans?» On n'ose pas, et certains hommes politiques ou femmes politiques n'osent pas projeter les choses parce qu'elles sont pas très glamour. Mais on se voit où dans 2 ans? On se voit où dans 10 ans? Aujourd'hui, il y a quand même une oxydation, le monde a changé. Moi, je me souviens d'une phrase très brutale d'un dirigeant, enfin pas d'un dirigeant, mais que j'avais entendu à Hong Kong, heu heu, sur une table où on servait des personnes très importantes et j'entends une personne qui dit: «L'Occident s'oxyde, l'Asie s'oriente». On est en plein dedans et regarde le retard qu'on perd or qu'on est une société, la France et l'Europe, on est capable d'avoir créé Airbus pour, contrecarrer Boeing. Mais on a une capacité de création de de se projeter dans le futur et on est là sur des arbitrages qui n'ont plus de sens, qui sont simplement des arbitrages idéologiques et ça, c'est dangereux. Ouais, je pense qu'on est aujourd'hui une société traversée par ces peurs. Donc je te remercie Thierry de nous rappeler le rôle de l'entreprise, de nous rappeler l'importance de la responsabilité de l'entreprise. C'est primordial. J'aimerais en revenir du coup à ce que tu gères toi. Alors, si je mets de côté les écoles, quand on est dans tes restaurants, dans tes boulangeries, comment est-ce que tu mets en application Ah, c'est pas cette compliqué, gouvernance, RSE? quand on a créé ces écoles, on a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient très bien et des choses qui fonctionnaient moins bien. Donc, d'abord, on a participé à la création d'un traiteur événementiel qui s'appelle T-Traiteur, où là, on fait 30 d'inclusion et Trente c'est pour cent. oui, Ouais, oui, parce que on est entouré par avec le groupe SOS, qui est un ouais, groupe, bien sûr. qui sait faire, ce genre de choses. Donc je depuis 10 ans maintenant, on entretient une croissance assez constante avec cet, traiteur événementiel et puis, dans nos boulangeries, on s'est dit: «Bah, on peut le faire aussi dans le monde de la boulangerie». Donc on fait aussi de l'inclusion par le monde de la boulangerie et puis il nous manquait, un restaurant, étoilé ou étoilable. Il se trouve que celui était là étoilé, qui permettent à des personnes qui ont un parcours des fois de vie très accidenté, qui n'ont pas fait, la super école hôtelière ou le super Mmh. ils sont pas élèves 2 ou quoi que ce soit, qui ont besoin, pour continuer à s'épanouir dans ces métiers, d'un apprentissage où on va demander une exigence de travail un petit peu différente et un peu supérieure et 2 d'avoir un certificat de travail avec une référence professionnelle. Donc on a créé Honor. Honor, ça nous permet de mesurer l'impact social, sérieusement, combien on a fait d'inclusion ce mois-ci, 5, 10, 15%. Et puis l'impact environnemental. Ça a été, du fait qu'on participe à un label agricole qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, qui nous permet d'avoir, des bons produits, avec toute la qualité que peut représenter le monde agricole français. Donc sur l'impact environnemental, on mesure effectivement toutes ces variations de produits, mais aussi sur tout ce qui est, je dirais, coûteux finalement, les énergies, comment on contrôle notre énergie électrique, gaz et autres, comment on contrôle la consommation de l'eau. Tout ça sont des indicateurs d'impact environnemental. Donc aujourd'hui, notre entreprise honore comme, T-Traiteur, on est bicorp et on est en capacité de prouver ce qu'on fait. Donc on n'est pas dans l'élément de langage. J'entends beaucoup de mes confrères qui revendiquent, de faire telle ou telle chose, d'avoir un petit producteur. Bah, c'est formidable et tant mieux, c'est une très, très bonne initiative. Mais à un moment donné, il faut le mesurer. Tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Exactement Mmh. et puis je pense qu'on a cette transparence avec le client, de lui dire: «Bah, oui, il y a un petit stagiaire qui a peut-être pas été tout à fait, Oui, comme vous le souhaitiez, mais mais tout en il s'améliore restant, grâce à vous aussi». sans baisser Voilà. tes attentes en termes de qualité Ah non, produit. non, au contraire, on leur dit: «Attention, si vous C'est voulez de venir l'excellence. travailler dans ce type de restauration, c'est plus dur, c'est plus compliqué, c'est plus exigeant. On va exiger de vous tout un tas de choses et de connaissances qu'on ne vous demanderait pas ailleurs. Donc, si vous voulez vous engager, bienvenue, mais, ne pleurnichons pas toutes les 2 Ouais. secondes parce que ce serait plus dur pour vous que pour les autres. Non, c'est dur pour tout le monde, mais en même temps, dans quelques années, je pense que vous serez chef». Et on a ma grande fierté, c'est de voir aujourd'hui des
des gens qui ont créé leur entreprise ou des gens qui aujourd'hui, font le relief de ce métier. Moi, maintenant, je suis en deuxième rideau. Génial Thierry, bravo. Un petit mot sur l'agriculture, si tu veux bien, Oui, parce que, tu l'as évoqué en parlant de ton restaurant et tu nous as parlé du label Bleu Blanc Cœur. On sait à quel point l'agriculture est à la fois, très impactante aujourd'hui, hein. On est sur un secteur qui pose, énormément de sujets, hein, environnementaux, mais aussi sociaux et puis, des problématiques de reprise. Quels sont vos engagements dans le label? le label Bleu Blanc Cœur, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant et il y a une quinzaine d'années que je rencontre Bleu Blanc Cœur qui existe depuis 25 ans. D'abord, c'est une rencontre avec Pierre Veille. Je suis bluffé, moi, je suis le parfait Parisien qui explique, pourquoi on devrait manger, que bio et que de raconter qu'on doit tout savoir des petits producteurs et faire de la permaculture. Si tu prends mon année de naissance, il y avait 3,5 milliards d'individus sur cette planète. Mmh. On est 8 milliards aujourd'hui. On peut tous essayer de faire de la permaculture, mais ça n'aboutira pas à grand-chose. Je rencontre Pierre Veille, j'ai un ami judoka qui me le présente, Guillaume, et il va m'expliquer toute la démarche de Bleu Blanc Cœur. Qualité des sols, donc pas d'intrants quasiment, qualité de la plante, bien-être animal. Si la terre est bien nourrie, la plante est bien nourrie, l'animal est bien nourri, l'homme est bien nourri. Et tout ça, me charme. Je vais entrer dans cette, conception de Bleu Blanc Cœur jusqu'à en devenir le porte-parole et hem et de pouvoir, montrer que quand on mesure les choses, ça donne du crédit et on prouve finalement que si la terre est saine, la plante est saine, l'animal est sain, eh bien l'OMS dit: «C'est ça la santé Bien globale» sûr. Quelle et sur différence tu apportes avec les labels bio? nous, les labels bio, pour moi, bio, c'est formidable. Je vais pas dire que le bio serait pas bien en disant, qu'il ne faudrait pas protéger la biodiversité. Mais est-ce que c'est une calorie pleine ou une calorie vide? Or que quand un produit est Tu bleu regardes blanc la cœur, qualité nutritionnelle. c'est une calorie pleine qu'on prouve. Dire que nous nous sommes dans l'obligation de fournir des études cliniques sur nos produits et sur la teneur nutritionnelle de nos D'accord. produits et surtout de se dire: «Eh bien, bon pour tous». Impact social, combien on rémunère l'agriculteur? Ah ben, en échange de quoi? Si l'agriculteur est bien rémunéré, il n'est pas idiot l'agriculteur, il se dit: «J'ai intérêt à faire la transition environnementale». Il la finance lui-même et partant de là, c'est l'impact social, l'impact environnemental s'enclenche et avec les études cliniques, nous avons l'impact nutritionnel Mmh. et cette obligation de résultat aujourd'hui à Bleu Blanc Cœur, moi elle me satisfait. De trouver Bleu Blanc Cœur dans les épiceries les plus chères de Paris, et puis trouver Bleu Blanc Cœur dans des supermarchés, des supérettes, de petits magasins en ruralité, bon pour tous. L'alimentation, ça devrait être que ça et le label Bleu Blanc Cœur, Pierre Veille, enfin Bernard, Nathalie Cavoise, enfin tous ces acteurs, moi c'est eux qui m'ont fait mettre des bottes en caoutchouc et d'aller voir au contact ce qu'était un bon produit. Alors là, Thierry, je parle pas aux restaurateurs, mais plutôt au président de la fédération. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce label-là se développe beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui et que ça représente, l'essentiel de la production? Bah, continuer à en parler, on a pendant 8 ans, on avait des ministres qui ne comprenaient pas le mécanisme Blanquer. D'ailleurs, pourquoi on était un label indépendant? Pourquoi on ne sollicitait pas l'État toutes les 5 minutes à leur demander de l'argent? Et donc on a grandi un petit peu tout seul et aujourd'hui, bah, on est devenu incontournable. Donc ce qu'il faut, c'est continuer, persévérer, convaincre des agriculteurs à nous rejoindre, dans Bleu Blanc Cœur quand ils font, différents produits qui peuvent rentrer dans la Mmh. gamme et ce qui est toujours un bonheur pour moi, c'est qu'aujourd'hui, Bleu Blanc Cœur est en Europe, comme un modèle français. On n'envoie pas des produits, hein, en Europe. C'est la mécanique de ce que nous faisons qui intéresse les Européens, mais on est au Japon, on est aux Oui, États-Unis, je certains ne savais pas que le États-Unis label s'était et oui, internationalisé comme c'est ça. la philosophie de ce label qui s'est internationalisé, les gens disent: «Mais c'est finalement la qualité de la terre, la qualité de la plante et la qualité, Mmh. du bien-être animal fait que l'homme se nourrit mieux». Voilà, après aujourd'hui, on parlait du bleu blanc cœur, du bon et du bio. Eh bien aujourd'hui, on a des gens qui font du bio et qui nous rejoignent chez Bleu Blanc Cœur. Donc on a créé une catégorie bleu blanc cœur et Mmh. bio. On n'a pas de conflit avec cela.
Au contraire, le but, c'est de donner une accessibilité au plus grand nombre avec des produits qu'ils peuvent trouver à peu Et près puis ce que partout. je comprends dans ce que tu me dis, c'est que tu as, un questionnement plus large en fait que le bio, puisque tu as et du nutritionnel et du social qui Ah va bah, être englobé le dans ton social de label. fait, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui ne gagne pas sa vie avec son métier, il Bien abandonne. sûr, bien sûr. La Dieu seul ferme sait n'est qu'il y pas en a. reprise, donc il y a un vrai sujet de souveraineté alimentaire. Thierry, on arrive un peu aux dernières minutes de notre Oui, épisode. J'en suis désolée, j'aimerais bien oui, mais encore j'entends la t'interviewer, mais cuisine qui on exactement, peut là, y aller, là, on peut y aller, ça ouais. commence à s'agiter. D'abord, on sent que, tu vois, tu as vraiment l'engagement chevillé au cœur, si je peux parler comme ça. Tu as capitalisé sur tous tes succès comme, Mmh mh. chef pour pouvoir le plus vite possible rendre autour de toi et ça s'appuie sur une vision du monde, une vision Mmh. de la responsabilité de l'entreprise qui est très forte et très ancrée. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que t'apporte comme satisfaction personnelle cet engagement? D'abord de la joie et du bonheur, et puis, ça m'apporte l'idée que la transmission, c'est ça, c'est de se dire: «Bon voilà ce que je crois juste, je vous le transmets, améliorez-le». Parce que j'ai pas toutes les réponses, mais que ce soit dans l'impact social, les gens qui me disent: «Écoutez, on a fait vos écoles, c'est formidable, maintenant je m'installe. Moi aussi j'ai envie un jour de les transmettre et je vais le faire». Dans le monde agricole, définir ce qu'est mon produit pour faire mon métier, c'est extraordinaire. Non, c'est l'idée que la c'est une transmission heureuse et que tout ça nous rend heureux. Moi j'ai l'habitude de dire et pour clore mon propos, que le monde de l'entreprise, c'est d'être dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Ça marche beaucoup mieux. J'aime bien terminer là-dessus parce que, moi tout mon objectif, toute ma mission dans Demain n'attend pas, c'est de montrer qu'on peut que quel que soit ton parcours, on peut transformer nos métiers pour leur donner du sens et les mettre au service de quelque chose qui a de l'importance. Ce que tu as éminemment fait avec ton métier de chef. Est-ce que tu aurais un livre que tu as envie de nous transmettre aujourd'hui? Pas particulièrement. Moi, j'étais fasciné par le moine Dongen, Le cuisinier zen. J'ai été fasciné par plein de livres, les livres d'Élie Denoy de Saint-Marc. J'ai des auteurs qui m'ont passionné, Michel Onfray qui me fait découvrir Nietzsche à une époque où je ne connaissais pas du tout, et j'allais, à ces universités à Bien l'époque, sûr. énormément de gens, Éric Orsena, que j'ai la chance de croiser de temps en temps, enfin beaucoup de gens qui m'ont nourri. Je dois remercier un monsieur, quand même, qui quand j'étais sur Bordeaux avait la plus belle librairie de Bordeaux, il l'a toujours d'ailleurs, Mola, Mola. bien sûr, elle est magnifique. Et Mola, il y avait une dame chez lui qui me choisissait des livres. C'était Tu extraordinaire. sais, tu as eu beaucoup de haut patronage quelque part, hein. Tu as beaucoup Oui, de oui, personnes qui ont énormément, veillé sur énormément, toi, d'un point de vue professionnel et intellectuel énormément. et La grande chance, c'est que je me sois fait engueuler par un grand patron qui m'ait dit un jour: «Vous êtes un bon artisan», parce que j'étais chef de l'année, et tout le tintouin qui allait avec tout ça. «Vous êtes un bon artisan, mais vous êtes un très mauvais manager», et il m'a proposé une rencontre avec un monsieur qui s'appelait hélas, qui a disparu, mais José Gutmann, et José Gutmann m'a tutoré pendant 3 années, un en école de management, entre, la France et Berkeley, et ensuite qui me nourrissait de textes, et après avec une formation managériale qui était, très efficace. c'est De encore un ange gardien. Depuis le début, il y a eu un ange gardien qui finit par me laisser croire par moments que je suis immortel, mais je ne le suis pas. Je garde à l'esprit, quand j'ai écrit L'homme positif, que quand on est positif, on trouve beaucoup d'alliés. Les gens négatifs trouvent très peu d'alliés. Or, je pense que quand on a sourire intérieur, sourire extérieur, qu'on reste positif, qu'on reste lucide sur les choses, Mmh. on vous suit. Vous devenez, et on a envie de vous aider à réussir. J'ai cette impression-là. En tout Je cas, peut-être me tromper, mais je crois qu'on ne suit que les gens positifs. on a eu très clairement envie de te suivre tout au long de cet échange. Une dernière question et je te promets, je m'en arrête là. Quelle personne inspirante et engagée devrait prendre ta place, alors pas forcément dans ton restaurant, mais auprès de ce micro de Demain n'attend pas? Il y en a des formidables, Benoît Campargue, Mathilde, hein, parce que c'est des gens qui Mmh. suivent, nos écoles, qui montent aussi, des systèmes de formation qui sont extrêmement, intéressants. Donc il y a énormément de gens que je recommanderais, à ce micro, qui sont des gens, positifs. Quelqu'un, Raphaël Aumont, avec qui on a créé le plus grand centre de recherche sur l'alimentation à Paris-Saclay, Sylvie Retailleau, qui est la patronne de Paris-Saclay,
qui nous a permis de nous installer à Saclay, alors qu'on était à Harvard à l'époque. On s'est installé avec un professeur de Harvard, on s'est installé à Saclay grâce à Sylvie Retailleau et 5 années après, on est devenu chaire universitaire. Fabuleux. Donc voilà, ce sont des gens qui sont inspirants. Sylvie Retailleau est inspirant, Raphaël est inspirant, sont des chercheurs. Il faut arrêter d'opposer les mondes. Moi, je viens du monde du faire pour apprendre. Eux ont appris pour faire. On n'a pas à s'opposer, au contraire, on a à construire ensemble. Ce sont des gens formidables. Il faut se tenir la main et s'élever ensemble. Oui et puis, de pas faire d'éléments de langage qui prêtent tout le monde à dire: «On fait ça pour l'intérêt commun», puis ne jamais penser à l'intérêt commun. Donc apprenons à être vertical, apprenons à être nous-mêmes, avec une rectitude de nos choix, donc une verticalité et puis sachons être solidaires. Solitaire et solidaire. Ça fait des gens à angle droit et les gens à angle droit, ça a construit des cathédrales. Oui, et puis j'ai l'impression qu'il y a chez toi une grande lucidité sur ce que tu fais et ça aussi, ne perdons jamais la lucidité de nos actions, savoir, qu'est-ce qu'on fait vraiment, qu'est-ce qu'on poursuit pour de vrai et C'est quelle vrai. est la réalité tangible de nos actions. Puis être en capacité de refaire un cap quand il faut refaire un Ouais, cap et ne pas confondre quelque chose qui est très difficile pour un être humain et notamment pour un chef d'entreprise, ne pas confondre persévérance et obstination. oui, très difficile. C'est très On difficile. va se quitter là-dessus parce qu'on pourrait refaire 1 heure et demie Oui, sur la oui, oui, oui. différence entre persévérance et obstination et je voudrais pas t'empêcher d'ouvrir ton restaurant ce soir, Oui, parce que parce que c'est les bruits qu'on oui, oui, entend, ça commence à c'est la tournée perturber de ce le soir. l'ingé son Ouais. là. Merci. Merci, merci beaucoup.